Bonjour, aujourd'hui c'est la 38e séance de conte. Cette séance de conte sera un peu particulière parce que à la fin de l'histoire, je vais vous donner les noms de tous les enfants qui ont participé à l'élaboration de ce conte. Mais avant tout, nous allons faire notre devinette. La devinette qui me vient en tête, c'est quelle est la différence entre une mer et une horloge? Quelle est la différence entre une mer et une horloge? Voilà. Alors, je disais que le conte d'aujourd'hui, c'est un conte que j'ai écrit avec des enfants. C'est à vous de juger si vous le trouvez pertinent. Mais à mon sens, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien réfléchi. Écoutez-le au moins 2 ou 3 fois pour saisir ce que ces enfants ont voulu transmettre au-delà des mots. Voilà. Le titre, c'est Les malheurs d'une famille nombreuse. Épique, éclac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Avant que Beson ne soit la ville que nous connaissons, c'était un petit village d'une centaine d'habitants. Il y avait près de la grande forêt, de l'autre côté de la route, une très grande maison où vivaient un homme et une femme. Ils avaient 8 enfants, uniquement que des filles. Elles étaient accueillies avec la même joie et elles faisaient le bonheur de la famille. La mère, elle était femme au foyer et s'occupait des enfants. Quant au père, lui, il allait vendre sa force physique dans les champs situés à l'est de la grande forêt. Parfois, il traversait le pont du petit village pour aller dans le pays voisin. Et là, il y avait un grand village où on trouvait le plus grand marché des pays du Sud. Il était facile de trouver du travail. Au retour, il achetait toujours des cadeaux pour la famille, pour chaque membre de sa famille. Et oui, c'est comme ça qu'il vivait. Un soir, après le dîner, le père qui reste avec sa femme dit à sa femme: « Oh, je voudrais que nous ayons une 9e fille, celle qui sera la clé de voûte de la famille que nous avons composée, dont nous sommes les piliers. Et je veux que ça soit la dernière de nos enfants, car celle-là, je vais beaucoup l'aimer. » La femme, elle acquiesce. Elle était d'accord avec son mari d'avoir une 9e fille. Ah, beaucoup d'eau a coulé sur le pont du petit village quand un soir, après avoir envoyé les filles dans leur chambre, la mère dit à son mari: « Eh bien, j'attends un enfant comme tu le désirais. » L'homme sursaute et dit: « Une enfant? Oui, une enfant. » Ah, cet homme, je vous jure, à cet instant, il était heureux. Il s'est levé, il a embrassé sa femme.
Et à partir de ce jour-là, il porte une attention particulière à sa femme. Et il demande aux enfants de faire tous les travaux ménagers afin de laisser leur mère tranquille. Les filles acceptent. Même la plus grande, l'aînée, montre l'exemple en allant au marché du petit village faire des commissions. Avec l'aide de ses sœurs et les conseils de sa mère, elle fait la cuisine. Ah, tout le monde est heureux. Quand le jour de la délivrance de la nouvelle est arrivé, de la bonne nouvelle est arrivée, l'aînée, donc la grande fille, va aider sa mère à accoucher dans la grande maison. Pendant ce temps, l'homme, le père, lui, il est dehors, il attend, il est impatient. Il mange ses doigts pour passer le temps. Et tout à coup, retentit le cri dans la maison. Ce cri qui annonce la naissance d'un être humain. Ah, le père est heureux. Il est heureux. Et par la fenêtre, quelques instants plus tard, sa fille dit, « Père, tu peux venir. » Il se lève. Il y va. Il rentre, il se précipite dans la chambre. Et là, il voit l'enfant dans le lit. Il le prend. Il le soulève. Et bien, c'est là qu'il constate que c'est un garçon. Il ne l'embrasse pas, comme il a toujours fait à ses enfants pour leur souhaiter la bienvenue dans la famille. Il redépose l'enfant et là, il regarde sa femme et dit, « Je t'avais dit que je voulais une fille !» La pauvre femme, elle est là. Ce n'est rien. C'est Dieu qui nous a donné cet être. Moi, je voulais une fille, pas un garçon. Le voilà qui se lève. Et il s'en va. En claquant cette porte. Sa femme, elle était là. Elle se dit, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle n'arrive pas à comprendre la réaction de son mari. Au fond d'elle, il y a deux sentiments. Deux sentiments qui sont contraires. Aimer et protéger l'enfant qui vient de naître, ou bien aimer et obéir à son mari. Elle a un dilemme qu'elle ne peut pas résoudre. Elle pleure. Sa fille, la grande, qui a assisté à tout cela, s'approche de sa mère et dit, « Mère, ne t'en fais pas. Je suis maintenant assez grande et je m'occuperai aussi de mon petit frère. » La mère est touchée par les paroles de sa fille. Alors, il enlace sa fille en lui donnant son petit frère. Par ce geste est née une certaine complicité entre la mère, sa fille aînée et l'enfant qui venait de naître. Le seul témoin de cette alliance, c'est le silence de la maison. Ainsi, la mère s'occupe tant que bien de son enfant. Quand elle n'est pas là, c'est sa fille aînée qui prend la relève. Depuis ce fâcheux événement, eh bien, le père a changé. Il est colérique. Il s'énerve pour un rien. Il ne parle pratiquement plus
à ses filles, à sa femme. Eh bien, tout le monde le craint. Le bonheur qui était dans cette maison, eh bien, ce bonheur a fui. La misère s'est installée avec son manteau. Et là, elle a commencé à diviser la famille, détruit complètement cette famille. D'un côté, on a la mère, sa fille aînée, le petit garçon, et de l'autre, on a le père, et au milieu, les 7 filles qui sont indécises, elles ne savent pas qui choisir. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont du petit village quand, un matin, le père dit à la mère, « Dans 3 jours, nous allons quitter cette maison où est né cet enfant. Par la grâce de Dieu, nous allons traverser la grande forêt pour aller vivre de l'autre côté. Et cet enfant restera ici. » Mais, qui va s'en occuper? Demande la mère. J'ai vu que notre grande fille est devenue presque une femme. Et je vois qu'elle s'occupe bien de son petit frère. Elle sera sa petite mère. Tous les deux vont rester ici. La mère est triste de ce qui arrive à la famille. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire ou ajouter après ce que venait lui dire son mari, si ce n'est qu'obéir? Eh bien, rien. Elle va voir sa fille et lui en parle de la décision du père. Mais l'aîné va dire à sa mère de ne pas s'en faire, qu'elle aille avec les autres. Elle saura s'occuper de son frère. Pendant 3 jours, on fait les ballots et on les charge sur la charrette. Le jour du départ, profitant que le fils dort, la mère parle à sa grande fille, tout en pleurant. « Oh, ma fille, je vous ai laissé de la nourriture pour plusieurs jours. Ensuite, quand tu soulèveras la pierre de la cheminée, tu verras de l'argent. C'est toutes les économies que je vous laisse. Utilise-les à bon escient. Oh, ma fille, élève ton frère avec le nom de Dieu. Élève-le. Moi, je pars, mais mon esprit reste ici pour veiller sur vous. » Et pour la première fois, la mère, elle portait un médaillon. Elle va l'enlever et le donner à sa fille. « Garde-le bien pour que vous ne m'oubliez pas. » La fille prend ce médaillon, le serre dans sa main. Elle pleure aussi. Elle dit, « Merci, mère. Je ne vous oublierai pas. Chaque jour, je parlerai de la famille à mon frère. » Elle se sépare et la mère s'en va. C'est au tour de cette sœur de venir dire adieu à leur grande sœur en pleurant. Seul le père, assis dans la charrette, n'a pas un regard pour sa fille. Lui, il attend les autres qu'ils montent pour partir. Et quand tout le monde est monté, la charrette démarre. L'aînée, petite mère,
que le nom lui a donné son père. Regarde cette charrette qui s'en va, qui rentre dans la forêt et disparaît. Après le départ de ses parents, de ses sœurs, eh bien, petite mère est envahie par une sorte d'énergie inouïe qui va l'aider à élever son frère, qui va l'aider à assumer toute la responsabilité. Ainsi, elle va protéger son frère. Partout où elle va, elle emmène son frère pour travailler, partout où elle va, il y a son frère. Et le soir, elle le raconte la vie de la famille. Comment était la famille, qui était qui. Et elle ne s'en cache pas de répondre à toutes les questions de son frère. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont du petit village quand le petit garçon atteint l'âge de raison. Alors, petite mère va dire à son frère, maintenant que tu es assez grand, je ne t'emmènerai plus avec moi. Tu resteras dans la maison jusqu'à mon retour. Le garçon a accepté. Et c'était ainsi. Elle allait travailler dans le petit village. Elle revenait. Son frère était là. Il lui ouvrait la porte. Et un soir, en rentrant chez elle, de loin, elle voit la porte ouverte. J'ai toujours dit à mon frère de fermer la porte. Elle est très inquiète. Un sentiment d'inquiétude envahit son cœur. Elle court. Elle rentre dans la maison. Eh bien, ce qu'elle craignait est arrivé. Son frère a disparu. Elle pleure. Elle pleure parce qu'elle était sous sa responsabilité. Où va-t-elle commencer à chercher pour retrouver son frère? Elle pleure. Elle pleure de toutes les larmes qu'elle a dans le corps. Et quand elle n'a plus de larmes, elle est épuisée, fatiguée. Elle va dans sa chambre. Elle tombe dans le lit comme une masse et s'endort. Cette nuit, elle fait un rêve. Elle voit sa mère. Sa mère qui lui dit, « N'aie pas peur, ma fille. Demain, tu verras une souris blanche. Nourris-la. Elle te montrera le chemin pour retrouver ton frère. N'aie pas peur, aie confiance en cette souris. » Et bien le lendemain, quand elle se réveille, devant la cheminée, elle voit une souris, toute blanche. Elle va chercher des grains de riz, du fromage, un peu de tout. Elle met devant la cheminée. Et la souris, elle se sert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Le lendemain, la souris est encore là. La sœur refait la même chose. Elle met les grains de riz, de fromage et un peu de tout. La souris se sert. Et cela va durer 6 jours. Et bien le 7e jour, elle se préparait à redonner de la nourriture parce que sa mère lui avait dit de faire confiance à cette souris blanche. Et quand elle rentre dans la cuisine, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un rat. Vous me direz, un rat, c'est pas grave. Non, un rat qui a la taille d'un homme,
qui est assis avec des petites lunettes qui regarde cette jeune femme. Elle est si, elle n'arrive même pas à parler. Et là, Laura lui parle. Ah, tu dois subir une épreuve pour retrouver le chemin qui t'emmènera vers ton frère. Ah, une épreuve. Elle dit, mais quelle épreuve? Elle est tellement pressée de retrouver son frère. Quelle épreuve? Alors là, regarde la jeune fille. C'était pour savoir si elle allait réussir l'épreuve ou pas. Puis, à la fin, il dit, eh bien, l'épreuve va commencer aujourd'hui. Tu vas partir de cette maison. Tu vas aller vivre dans la forêt. Tu ne dois ni te laver, ni te peigner, ni faire quoi que ce soit. Tu ne dois plus aller dans le petit village. Tu mangeras les racines des arbres. Tout ce que tu trouveras dans la forêt, tu pourras le manger. Et tu dormiras sur un lit de feuilles d'arbres. Tu y resteras dans cette forêt pendant plusieurs jours, plusieurs années peut-être. Mais chaque soir, tu passeras devant cette maison. Si la porte est fermée, ça signifie que ton épreuve n'est pas encore finie. Si la porte est ouverte, cela signifie que ton épreuve est finie. On rentre dans la maison et tu me verras. Ainsi, je te dirai ce qu'il faudra faire. Et voilà l'épreuve. Que pouvait faire petite mère? Ben, elle est partie. Elle est partie dans la forêt. Et oui, elle a obéi à ce que lui avait dit Ra. Elle n'allait plus dans le petit village. Elle ne mangeait que des racines. Elle ne se lavait plus. Et petit à petit, elle a changé de forme. Des poils ont poussé de partout. D'elle, de ce qui était humain, ce n'était que ses yeux. Et chaque soir, elle faisait toujours un tour devant la maison, mais la porte était toujours fermée. Donc son épreuve n'était jamais finie. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont du petit village. Quand un soir, elle arrive devant la maison, la porte est ouverte, il y a de la lumière. Elle rentre et elle voit Ra qui est assis. Et Ra lui dit, ah, tu as réussi la première épreuve. Maintenant, tu vas partir sur le grand chemin de la forêt. Au matin, tu vas arriver devant un carrefour. Tu prendras à gauche et tu suivras ce chemin pendant 3 jours, 3 nuits. Et tu vas arriver devant une maison en bois. Frappe à la porte. Une vieille sorcière t'ouvrira la porte. Elle te demandera qu'est-ce que tu veux. Tu lui diras simplement tu veux du travail, que tu cherches un travail. Elle va t'accepter. Elle va te donner du travail. Surtout, fais-le correctement ce travail. Car ta récompense sera un jour d'avoir un autre travail, mais celui-ci te permettra de voir des jeunes gens. Et parmi ces jeunes gens, il y aura ton frère. Mais s'il y a mon frère, comment vais-je le reconnaître? Ah, c'est à toi de trouver le moyen de reconnaître ton frère. D'accord. Elle va partir sur le chemin.
à 7 heures de la nuit, elle ne peut même pas croiser une personne sur la route. Car cette route, elle est très dangereuse. La route qui traversait le petit village qui était là, cette route, on en avait peur. Il fallait la grâce de Dieu pour traverser la forêt. Eh bien, elle va marcher toute seule, marche. Au moment où le soleil se lève, elle arrive au croisement. Elle prend à gauche. Elle va marcher pendant 3 jours, 3 nuits. Et le 4e jour, elle est arrivée devant une maison en bois. Elle frappe à la porte. La porte s'ouvre. Une vieille femme sort de là. Elle est là. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, vous? Elle dit, oh grand-mère, je cherche du travail. Ah, tu cherches du travail? Oh, elle la fixe. Et puis à un moment dit, oh, tu as la chance. J'avais une servante qui avait la cervelle d'un moineau. Elle est tombée dans le feu qu'elle gardait. J'espère que toi, tu es plus futé. Ton travail sera de mettre des bûches dans le feu. Il ne doit jamais s'éteindre. Oh, d'accord. La vieille dame fait rentrer petite mère dans la maison. Et de l'autre côté, il y a un hangar. Et dans ce hangar, il y a un gros trou béant où sort du feu. Ce feu a l'air même de lécher le toit. Voilà le feu que tu dois t'en occuper, ma fille. Mets toujours des bûches dans ce feu. Il ne doit jamais s'éteindre. Et toi, tu dormiras tout juste à côté, en allant prendre la paille qui se trouve là-bas. Elle accepte. Elle s'est fait un lit avec de la paille. Et à chaque fois, elle jetait les bûches dans le feu, tout en faisant attention de ne pas y tomber. On avait l'impression, ça c'est moi qui le pense, que c'était la porte des enfers. Peut-être, hein, je dis que c'est, je n'ai pas dit que c'est... Non, ça c'est ma pensée qui est venue. Elle faisait son travail. Parfois elle se brûlait. On sentait l'odeur des poils grillés. Mais elle continuait à travailler. Et la vieille dame, elle était très impressionnée par cette fille qui respectait à la lettre ce qu'elle lui demandait sans se plaindre. Alors elle s'est dit, je vais lui donner un autre travail. Et un matin, elle lui a dit, hé, ma fille, je vais te donner un autre travail. Chaque soir, tu iras dans la cave apporter à manger aux 9 jeunes garçons qui sont là. Je dis, d'accord. Et ce soir-là, la vieille dame lui a donné une sorte de plateau avec des assiettes, 9 assiettes. Elle est allée dans la cave. Les 9 garçons étaient là. Mais quand les 9 garçons ont vu cette femme descendre, eh ben, ils ont eu peur. Elle était différente de celle qui venait là. Elle ne sait pas. C'est pas une personne. Ce qu'on voit d'elle, qui peut nous rapprocher de nous, ce n'est que ses yeux. Le reste, elle n'a que des poils partout. Elle est gracieuse. Elle donne à manger tout en regardant qui est son frère.
Mais ce soir-là, elle n'a pas trouvé qui était son frère, parmi les 9 garçons. Mais elle n'a pas désespéré. Elle a continué. Chaque soir, elle descendait. Elle regardait. Elle ne trouvait pas. Le 9e jour, elle est descendue. Elle était un peu habituée à regarder ces 9 garçons. À un moment, il a vu un garçon. Elle s'est dit, ça doit être lui. Il s'est approché. Il a regardé le garçon. Il lui a dit, est-ce que tu pourrais me dire l'histoire de ce médaillon que tu portes autour du cou? Le jeune garçon a pris le médaillon, il a regardé, tout en ayant peur. Oh, oui, c'est ma sœur, petite mère, qui me l'avait donné pour que je n'oublie pas ma mère. Alors, elle a raconté l'histoire de la famille telle qu'il la racontait chaque soir à son frère. Et le frère, en entendant cette histoire racontée par cette personne, a su que c'était sa sœur, petite mère. Enfin, ils se sont reconnus. Elle est sortie de là. Il fallait maintenant trouver un moyen de faire sortir son frère. Et quand elle est retournée vers sa litière, là, elle a vu Souris Blanche qui était là. Et pour la première fois, cette souris va lui parler. La souris va dire, avant que le soleil ne se lève, vous devez quitter cet endroit, ton frère et toi. Mais comment je peux faire? Lui a demandé, petite mère. Oh, ne t'en fais pas. En ce moment, Ra est allé chercher ton frère. Après, vous allez partir. Regarde, bien sur la litière, il y a un œuf que j'ai laissé. Prends cet œuf avec toi. Et quand vous serez sortis d'ici, jette l'œuf sur le sol et tu verras. La souris est partie. Elle attendait. Et tout à coup, elle voit Ra qui porte son frère sur son épaule. Ra lui fait signe de le suivre. Elle prend l'œuf, elle se lève, elle suit Ra. Il marche. Étrangement, ce qui se passe, à chaque pas, ils rapetissent. Ils deviennent petits presque comme des petits rats. Et là, ils rentrent dans un trou. Ra dit à la jeune fille de le tenir parce qu'il n'y a pas de lumière. La jeune fille tient le vêtement de Ra. Et là, il marche. Et quelques instants plus tard, ils ressortent de ce trou. Ils sont sur une route. Et ils reprennent leur forme normale. Ra pose le frère sur le sol et dit, maintenant rentrez chez vous. Et Ra s'en va. La sœur, petite mère, réveille son frère. Le frère se réveille. Il faut qu'on parte. Elle se rappelle qu'elle a un œuf. Elle jette l'œuf sur le sol.
Et de l'œuf sort un oisillon qui est là. Je dis un oisillon. Avant qu'elle n'ait même fini sa phrase, l'oisillon devient un oiseau. Et il grandit, devient un énorme oiseau. Et là, l'oiseau se retourne et dit, montez sur mon dos, je vous emmène chez vous. Ils vont monter sur l'oiseau. Et l'oiseau va s'envoler. L'oiseau s'envole jusqu'à arriver devant la maison au moment où le soleil se lève. L'oiseau se pose, il descend, il remercie l'oiseau et l'oiseau s'en va disparaître dans le ciel. Et il rentre dans la maison. Même si le garçon a peur de sa sœur, ou surtout de son état, elle décide quand même de lui raconter comment il était parti. Sa sœur le lui demande aussi. Dit, mais explique-moi pourquoi tu étais sorti de la maison. Alors là, le garçon va dire, ce jour-là, au moment où tu es parti, j'ai fermé la porte. Quelques instants plus tard, on a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir et c'était toi. Et tu m'as dit, viens, aujourd'hui, tu viens avec moi, nous allons partir ensemble. Moi, j'étais content. Et puis, je suis sorti. Au moment où j'allais fermer la porte, tu m'as dit, non, laisse la porte ouverte, c'est pas grave. Et on est parti, mais on ne partait pas dans la direction du petit village. On allait vers la forêt. Mais ce qui était très étrange, tu me tenais par la main. C'est comme si j'étais encore tout petit. Tu me tenais par la main. On marchait. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu. Et à chaque pas que tu faisais, tu te transformais. Et à la fin, tu es devenue une vieille dame. Je me suis évanouie. À mon réveil, je me suis retrouvé avec d'autres garçons dans cette cave. Voilà comment j'ai pu m'échapper d'ici. Comment j'ai pu être emporté. La sœur comprend comment son frère est parti. Maintenant qu'il est là, il faut s'en occuper. Mais elle, dans son état, elle ne pourra plus aller chercher du travail dans le village. Elle se pose des questions. Elle dit, bon, attendons voir. Elle va dans sa chambre et là, elle voit Ra qui est assis. Ra est content. Ra dit, je te félicite d'avoir sauvé ton frère. Elle aussi, elle est heureuse. Oui, maintenant mon frère est rentré, je suis heureuse. Et là, elle va poser une question qui nous brûle les lèvres, nous. Peut-être pas vous, mais moi, cette question me brûle les lèvres. Elle va la poser. Enfin, je vais écouter la réponse. Elle demande, Ra, vais-je rester dans cet état pour toujours? Ra regarde et dit, il rigole un peu. Non. Cette nuit, tu retrouveras ton état normal. Sois patiente. Et Ra disparaît. Elle sait qu'elle va retrouver son état. Elle est heureuse. Toute la journée, tout l'après-midi, elle est heureuse. Le soir, elle prépare rapidement un repas. Ils vont manger avec son frère. Il dit à son frère d'aller dormir. Elle court dans sa chambre. Elle s'assied, elle attend. Elle attend.
Eh bien, le temps passe. Elle attend. Elle attend. Mais quand on vous dit, il faut être patient, c'est important. Les choses ne se font pas dans la précipitation. Mais elle, tant d'années qu'elle est restée comme ça, elle veut que ça se réalise maintenant. La patience, elle n'en a plus. Mais au bout de la patience, quand il n'y a plus de la patience et qu'on n'est pas satisfait, eh bien on est déçu. Et c'est la déception qu'elle a à la place. Elle se dit, oh, elle le pense. Oh, elle m'a trompé. Mais tout le corps est fatigué. Elle s'allonge sur son lit et elle s'endort. Et bien le lendemain, quand elle se réveille, elle n'a plus les poils, toute la crasse, les crottes accumulées pendant tant d'années, tout est parti. Elle est propre comme un sous-neuf. Et en plus, à côté, il y a des robes, des chaussures dignes d'une princesse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une de ses robes, elle se coiffe, elle met des chaussures, elle sort. Son frère voit sa sœur et dit, ah, j'ai retrouvé ma petite mère. Oh, tu es là. Et elle aussi, elle est heureuse. Et son frère dit, j'ai un secret à te confier. Un secret que je ne pouvais dire que quand tu auras retrouvé ta forme. Il dit, quel est ce secret? Quand j'étais là-bas, chaque nuit, je faisais le même rêve. Une vieille dame me disait toujours, quand tu sortiras d'ici, viens avec petite mère en traversant la forêt dans le grand village du Nord pour voir tes sœurs, tes parents. Car c'est toi qui es la clé de voûte de la famille. Et oui, je faisais toujours ce même rêve. Petite mère va pleurer. Elle dit, mon frère, allons dans le village du sud, le grand village. On va aller acheter des chevaux et on va partir dans le village du nord chercher nos parents. Ils ont traversé le pont du petit village, ils sont allés dans le pays voisin où il y avait le grand village et avec son grand marché des pays du sud. Là, ils ont acheté des chevaux. Ils sont revenus, ils ont fermé la maison, avec quelques vivres sur le cheval, et par la grâce de Dieu, ils sont rentrés dans la forêt pour aller de l'autre côté. Leur voyage a duré 3 jours. Et le 4e jour, ils sont sortis de cette forêt. Et là, au bord de la forêt, sur la route, près de la route, pas sur la route, mais près de la route, il y a une vieille dame qui tend sa main. C'est une mendiante. Le garçon, le jeune homme, il voit cette femme, il a pitié. Il descend de son cheval et il donne une pièce d'or à cette vieille dame. Tenez, la vieille dame, au lieu de prendre la pièce d'or, il tient le garçon. Ah,
mon fils, te voilà. Petite mère, elle entend cette voix. On n'oublie jamais la voix de sa mère. Cette voix qu'on entendait depuis qu'on était dans le ventre, depuis qu'on est sorti, qu'on a été élevé, c'est une voix qu'on n'oublie jamais. Et bien cette voix va aller au plus profond de la sœur de petite mère. Et là, instinctivement, elle va dire, « Mère, mère, c'est toi ?» Ah oui, ma fille, c'est moi. J'avais toujours rêvé qu'un jour, tous les trois, on allait se revoir. Je remercie mon Dieu. Eh bien, la grande sœur, elle descend du cheval. Elle vient. Tous les trois vont se serrer dans leurs mains. Et oui, ça vous rappelle cette alliance qu'il y avait eu quand ce garçon était né. Et là, ils vont pleurer de joie. Le garçon va proposer à sa mère de monter sur son cheval. Et ils vont repartir. Et ils vont rentrer dans le village, le grand village du Nord. Et la mère en train de crier, « Ah, je vous l'avais dit, que mon fils reviendra grâce à Dieu. » Celle qu'on pensait qu'elle était folle, eh bien, elle parle. Mais ce qui fait l'admiration de ces trois personnes qui rentrent, c'est la beauté du garçon et de la fille. Et aussi de voir cette femme qui parle. Quel miracle! Et bien, tout ce bruit que fait la foule qui les suit attire les 7 sœurs qui sont chez elles. Elles sortent de la maison et là, elles voient leur mère qui parle rarement. Mais là, elle est contente, on voit qu'elle rayonne. Et puis, elles voient leur sœur qui paraît plus jeune qu'elle. Et enfin, celui qu'elle n'a jamais connu, leur frère, si beau. Et ils arrivent là, ils descendent de leurs chevaux, la foule se disperse et eux, ils rentrent dans la maison. Le père n'est pas là. Tout le monde redoute la venue du père. Que dira-t-il? Et quelques instants plus tard, la porte s'ouvre. C'est le père qui rentre. Oh, que va-t-il dire? Les deux, petite mère et le garçon, sont prêts à repartir dès que le père le leur dira. Étrangement, le père va aller s'asseoir sur son fauteuil. Il se tient le visage. Et là, il pleure. Il pleure. La mère et les enfants n'ont jamais vu pleurer le père ou le mari. Il pleure. Et il dit, asseyez-vous. Et ils vont, petite mère et le frère vont s'asseoir, ainsi que les autres. Il faut que je vous raconte ce qui me retenait. Il faut que je vous explique. Quand j'étais enfant, ma famille comptait 9 enfants. Uniquement que des garçons, on était tous que des garçons. Ah oui. La guerre a éclaté. On prenait tous les garçons, sans exception. Et ma mère, elle a eu la rapidité
de m'habiller en fille. J'étais le dernier enfant, donc j'étais plus petit. Elle m'habille en fille. Et quand les gens sont arrivés, ils ont pris mes frères, ils les ont emmenés. Et ils m'ont laissé penser que j'étais une fille. À la fin de la guerre, aucun de mes frères n'est revenu. Alors ma mère, elle est devenue folle. Elle a perdu la tête. Comme on disait chez nous, elle a perdu la boule. Et elle me disait chaque soir, mon fils, tu as vu, dans la vie, il ne faut pas avoir des garçons. Évite d'avoir des garçons. Ah, mon fils, le jour où tu auras un garçon dans ta vie, abandonne-le. Abandonne-le pour lui et pour toi. Et oui. Et quand ma mère est morte, j'ai gardé tout cela en moi. Et quand j'ai vu naître mon fils, ça m'est revenu. Je voulais respecter la mémoire de ma mère. Le père s'arrête de parler. Et il n'y a que le silence dans la maison. On n'entend que ses pleurs. Et c'est le garçon, le fils, qui rend le silence. Il vient devant son père et dit, « Père, nous comprenons ta douleur et nous te pardonnons. Enterrons tous ces démons et célébrons la nouvelle famille que nous créons. » Le père s'est arrêté de pleurer. Il a levé les yeux, il a regardé son fils, il l'a pris dans ses bras et il l'a embrassé comme il le faisait à tous ses enfants pour leur souhaiter la bienvenue dans la famille. Et en se retournant vers sa femme, il a dit, « Ma femme, lui, c'est la clé de voûte de la famille que nous avons créée, dont nous sommes les piliers. » Ah! Tout le monde était content. Prends-en soin de lui. Et je vous jure qu'il y a eu une grande fête. Pendant 3 jours, cette famille a fait une grande fête. On était heureux. Et puis, ils ont pris la décision, puisqu'ils étaient en terre étrangère, de retourner dans leur maison, près du petit village qui deviendra plus tard Beson. Eh bien, ils ont repris la charrette et les chevaux. Ils ont remballé. Ils ont traversé la forêt sans encombre pendant 3 jours. Le 4e jour, ils sont arrivés chez eux. Ils ont ouvert la maison. Quelle était la surprise? Eh bien, tout était nettoyé comme s'ils n'avaient jamais quitté cette maison. Les meubles bien cirés, le parquet bien astiqué. Eh bien, ils ont continué à revivre. Chacun avait sa chambre. Ah, le père était heureux de ses enfants. Il allait maintenant, il a repris son travail dans les champs qui se trouvaient à l'est de la forêt. Là qu'on appelait l'agriculture, paraît-il. Eh oui, il continuait à travailler là. Parfois, il traversait le pont du petit village, il allait dans le pays voisin, dans le grand village qui deviendra plus tard Paris. Oui, je vous le dis, qui deviendra plus tard Paris. Et là, il allait souvent avec son fils. Ils achetaient des cadeaux. Ah, il donnait les cadeaux à chaque personne de la famille. La mère essayait de rattraper le temps qui était perdu avec son fils et sa fille. Eh oui, tout le monde était heureux. Et voilà qu'un matin, ils étaient tous dehors, assis.
Il voit au loin une personne qui arrive. Oh, bah tiens, ça doit être un étranger qui s'est perdu. Mais plus la personne s'approche, et plus on remarque que ce n'est pas une personne. C'est comme un ours avec des poils partout. Le père commence à réagir, c'est comme si il allait prendre quelque chose pour lancer. Petite mère regarde bien et dit, « Ah, ne vous en faites pas. C'est Ra, celui qui a sauvé mon frère, celui qui m'a montré le chemin pour sauver mon frère. C'est Ra. » Effectivement, quand il arrive, on voit des poils partout avec ses lunettes, et c'est bien Ra. Les autres ont peur, mais petite mère n'a pas peur. Petite mère dit, n'ayez pas peur. Lui, je lui dois plus qu'une vie. Elle s'est approchée de Ra. Elle l'a salué. Et pour le remercier de tout ce qu'il a fait, elle l'a embrassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Ra a perdu sa forme. Ra est devenu un jeune homme qui était là. Le jeune homme a regardé. Il a remercié petite mère. Mais les autres ne comprenaient pas. Alors il leur a expliqué. Vous savez, moi, je suis le fils de la sorcière, la vieille sorcière. Quand j'étais né, ma mère voulait que je sois un grand sorcier. Elle m'a initié à beaucoup de choses. Mais avec le temps, je me suis dit, pourquoi être sorcier pour faire du mal? J'ai refusé. Alors, elle a lancé sur moi un mauvais sort. Elle m'a transformé en rat, tout en me disant, pour que tu retrouves ta forme, il faudrait qu'une femme t'aime et t'embrasse dans ton état monstrueux. C'est ce qu'a fait elle, celle que vous appelez petite mère. Et un jour, quand j'étais rat, j'ai rencontré une souris. Une souris qui m'a supplié d'aider une jeune fille à retrouver son frère. J'accepte. Alors j'ai dit à cette jeune fille, pour que tu arrives à rentrer chez ma mère, il faut que tu perdes ton côté humain, que tu ressembles à un animal. Elle ne saura pas lire tes pensées. Et c'est ça l'épreuve de pouvoir changer son corps. C'est ce qu'elle a subi. Puis après, elle a libéré son frère grâce à Souris Blanche et à moi. Mais aujourd'hui, je vous félicite. Eh bien, le jeune garçon est venu, il a remercié le fils de la sorcière. Puis, les sœurs, la mère, le père aussi est venu, il a remercié. Mais quand on regardait les deux, le fils de la sorcière et petite mère, on sentait qu'il naissait quelque chose. Ce que nous appellerons de l'amour. On se disait, eux, ils vont se marier. Mais chut, ça c'est une autre histoire. Enfin, la famille s'était retrouvée. Elle était heureuse. Ah, j'espère que cette famille nombreuse
écrira une autre page, mais une page remplie de bonheur, de joie. Mon histoire est finie. Eh bien, comme je vous l'avais promis, je vais lire, ça ne va pas prendre du temps, attendez, on a bien écouté, il faut maintenant écouter, je voulais rendre hommage à ces gens-là, à ces enfants avec qui j'ai discuté pour écrire cette histoire, parce que, si vous remarquez, les idées, hein, je vous dis l'écriture c'est moi, mais les idées profondes de cette histoire, ce sont les enfants qui les ont exprimées. Et aujourd'hui, peut-être, je constate que dans cette histoire, les enfants ont mis ce qu'ils ne disent pas à leurs parents, ce qui les fait souffrir. Voilà. Alors, j'avais mis d'abord une citation au début de, voilà, c'est le livret, donc le livret qu'on a créé avec les enfants. Ça, c'est celui de la médiathèque. Donc, au début de l'histoire, j'ai écrit une sorte de citation. Je le fais à chaque groupe. Là, j'ai écrit « Le conte n'est que le miroir de nos vies. Il véhicule nos joies, nos souffrances, notre bien-être, nos mal-être. Le comprendre, c'est avoir la clé de la guérison de l'esprit et du corps. » C'est ce que je leur avais écrit. Maintenant, je vais vous citer les noms. Donc, ça a été fait dans l'atelier classe PVC 2018-2019. Donc, c'est l'année. Hein. Avec la participation de Aïsena Joseph, Ali Manovic Sébastien, Admour Mohamed, Boudera Nesrin, Gama Lana, Kertiou Walid, Kounzi Karl Matisse, Haddad Sheima, Almaert Menzi, Luis Abila, Patricio Grenizo, Pexoto Ribeiro Dylan, Senad Saad, Singh Tina, Tuil Sani. Donc, sous ma direction, donc, lui m'a accueilli. La prise de notes, il y avait quelqu'un qui prenait des notes, c'est Lukaou Jean-Kevin, la coordinatrice de cet atelier et qui est aussi animatrice, c'est Nadine Perquier. Les animateurs, il y avait Kafi Malika et Lukaou Jean-Kevin. Il y a eu une relecture de l'histoire par Sarah Erin Makaï, Esfen Lode Makaï, et ensuite aussi par Nadine Perquet. Voilà, je voulais vraiment rendre hommage à tous ces gens. Parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. J'en ai écrit des histoires, hein, mais celle-là aussi, c'est je pense que ça peut être une des histoires où on a pris le temps de discuter avec des enfants, d'aller en profondeur. Pourquoi tu m'as dit ça? Par exemple, pour vous donner l'idée, c'est une fille qui avait eu l'idée de commencer par, c'est un homme qui n'a que des filles. Et il va avoir un garçon, mais il va le détester. Vous pouvez décoder, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais à la fin, j'avais cherché à savoir pourquoi m'avoir donné cette idée. Ça, elle ne l'a jamais dit. Mais pour qu'on ne soit pas frustré dans ce conte, moi, j'ai trouvé l'idée pourquoi le père avait haï son garçon. C'est l'idée de la mère où il était, lui, habillé en fille. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais les enfants, cet enfant qui avait donné l'idée, je lui ai toujours posé la question, dis-moi pourquoi
pourquoi haïr cet enfant alors que c'est un gars? Non. Voilà. Eh bien, je voulais mettre ces choses-là au clair parce que c'était important. La prochaine histoire sera aussi une histoire que j'ai écrite avec des enfants la même année que celle-ci. Donc, j'étais dans deux groupes. Eux, le groupe d'après, donc de la semaine prochaine, vous verrez que ça a aussi une force, cette histoire. Voilà. Merci. J'espère. Oui, je sais que j'ai été long, hein, mais c'était important de vous expliquer tout ça. Merci et à la prochaine.